Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Les titres tout de suite. En ouverture côté diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a reçu successivement aujourd'hui à l'Assemblée nationale donc les ambassadeurs d'Éthiopie et du Japon. Et sur les marchés mondiaux, Alphabet se penche sur ses dernières innovations, tandis que le Japon profite d'un nouvel élan positif. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a présenté ce matin au siège de la primature la politique nationale du Conseil national de l'enfance. Image donc et image que nous aurons dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dileta, a reçu ce dimanche 30 novembre 2025 le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, Okoshi Akihiro, venu effectuer une visite de courtoisie. L'entretien s'est déroulé dans le salon d'honneur de l'Assemblée nationale en présence du directeur de cabinet du président Idriss Mohamed Ahmed. Dès le début de la rencontre, le nouvel ambassadeur a exprimé sa profonde gratitude au peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés depuis son arrivée. Il a également adressé ses remerciements au président de l'Assemblée nationale pour son rôle déterminant et ses efforts constants ayant permis l'installation de la base japonaise à Djibouti. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé la pleine disponibilité de l'institution parlementaire et accompagné le nouveau diplomate dans l'accomplissement de sa mission en terre djiboutienne. Restant dans le registre des relations internationales avec une visite de haut niveau au sein de l'Assemblée nationale toujours, le président de l'Assemblée nationale a également reçu ce matin, dans le salon d'honneur du Parlement, la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Legesse Tulu. La rencontre s'est tenue en présence du secrétaire général, Ismaël Goulal Boudin, et du directeur de cabinet, Idriss Mohamed Ahmed. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale a souligné la solidité des liens séculaires qui unissent les deux nations et plus particulièrement leur peuple. Il a également salué les efforts du Premier ministre éthiopien dont l'action a contribué à transformer son pays en général et sa capitale en particulier malgré les défis auxquels l'Éthiopie fait face. En conclusion, le président de l'Assemblée nationale Dileta Mohamed Dileta a encouragé l'ambassadeur à œuvrer au renforcement des liens entre les institutions et les peuples des deux pays. À l'issue de l'entretien, les deux personnalités ont immortalisé leur rencontre par une photo de souvenir. Toujours à l'Assemblée nationale, dans le volet économique cette fois, les travaux parlementaires se sont également poursuivis ce dimanche. La commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, présidée par le député Shermak Moussare, s'est réunie aujourd'hui pour une séance de travail dédiée à l'examen du projet de loi de finances numéro 188 de l'année 2025 de la 9e législature portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2024. Au cours de cette réunion, les directeurs généraux du ministère du Budget ont fourni à la Commission les éclairages techniques nécessaires concernant les résultats d'exécution budgétaire de 2024, la conformité des opérations financières menées par l'État, ainsi que les engagements et obligations contractés durant la période considérée. À l'issue d'échanges constructifs et approfondis avec les hauts cadres du ministère, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan poursuivra ses travaux dans les prochains jours. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'UNFD a organisé une grande soirée au CDC de Quartier 4. L'événement s'est déroulé en présence de Mme Fatouma Moussa, secrétaire générale de l'UNFD, de Mme Hibo Moumena Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, de Mme Loufa Ismaël Abdo, ministre des Affaires sociales, ainsi que de plusieurs parlementaires et des représentants des centres de gestion communautaire des deux communes de Bel'aos et de Belbela. La soirée a débuté par des animations folkloriques et des chants traditionnels, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. Cette rencontre intercommunautaire avait pour objectif de renforcer la solidarité entre les différentes communautés afin de lutter plus efficacement contre les violences basées sur le genre. À travers des échanges, des ateliers et des témoignages, l'initiative visait à promouvoir une culture de paix, de respect et d'égalité pour toutes et tous.
La cérémonie s'est clôturée, vous le voyez à l'image, par la remise des certificats au comité de gestion communautaire, suivi d'une photo de famille venant immortaliser cet élan collectif de mobilisation. La secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, a, en prenant la parole, indiqué que cette rencontre, donc cette soirée, avait pour objectif de renforcer la solidarité entre les différentes communautés afin de lutter contre les violences basées sur le genre. À cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mohamed Assoui, a souligné l'importance d'impliquer les communautés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle a précisé que cette mobilisation est essentielle car la lutte contre ces violences ne peut être portée par une seule institution. Elle doit être collective. La jeunesse, les acteurs culturels et les communautés jouent un rôle déterminant dans la prévention, l'éducation et la sensibilisation. À travers ces rencontres, elle souhaite encourager chacun à devenir un acteur du changement afin que le respect, l'égalité et la dignité soient des valeurs vécues au quotidien. De son côté, la ministre des Affaires sociales a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes communautaires de protection. Elle a rappelé que la lutte contre les violences fondées sur le genre nécessite un travail profond, à la fois au niveau institutionnel et communautaire. Elle a ajouté qu'il est important de renforcer la prévention, d'améliorer l'accompagnement des victimes et de soutenir les initiatives favorisant la vigilance au sein des quartiers. Également dans l'actualité, dans le cadre de la 7e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, en partenariat avec l'église protestante évangélique de Djibouti, a organisé ce matin une cérémonie officielle de remise des certificats aux bénéficiaires des formations professionnelles financées par l'Union européenne. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère solennelle et conviviale, en présence du directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, ainsi que ses proches collaborateurs. Cette cérémonie marque une étape significative. Il s'agit de la première cohorte de jeunes en situation de handicap ayant achevé avec succès des programmes de formation professionnelle. Dans diverses filières stratégiques, les apprenants ont été formés dans les domaines de la maintenance technique, de l'installation et de la gestion des panneaux solaires, ainsi qu'aux métiers modernes de l'infographie et de l'audiovisuel. Ces formations financées par l'Union européenne s'inscrivent dans une démarche visant à promouvoir l'inclusion socio-économique, à renforcer l'employabilité des jeunes en situation de handicap et à soutenir leur insertion sur le marché du travail. Des panneaux solaires, d'infographie et d'audiovisuel ici au sein du centre de formation de l'Église protestante évangélique de Djibouti. Ces jeunes, par leur courage, leur persévérance et leur talent, nous démontrent que le handicap n'est jamais une limite à l'excellence, ni à l'employabilité. Leur intégration au sein d'entreprises publiques. Et la représentante de l'Union européenne à Djibouti s'est dite fière de soutenir cette initiative qui offre aux jeunes en situation de handicap des opportunités concrètes de formation et d'insertion professionnelle. Nous l'écoutons. Très heureuse d'être ici parmi vous, de participer à cette cérémonie de remise des certificats aux gens qui ont achevé leur cycle de formation technique en audiovisuel, infographique et maintenance en panneaux solaires. Ces formations professionnelles pour les gens en situation de handicap sont essentielles et importantes pour l'insertion des gens dans la vie active. Et dans ce sens, l'Union européenne encourage la NPH à poursuivre. L'objectif de ce financement est de changer la perception des handicaps, car trop souvent, les personnes vivant avec un handicap se heurtent à des obstacles lorsqu'il s'agit de trouver un emploi et de s'intégrer pleinement dans le marché du travail et aussi dans la société. Ces défis sont souvent exacerbés par le manque d'accès à des formations professionnelles adaptées à leurs besoins spécifiques.
Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, conduite par son président, M. Ali Soubanéaté, a effectué donc aujourd'hui une visite de travail auprès de la garde-côte de Djibouti. Cette mission s'inscrit dans le cadre du mandat. Cette mission s'inscrit dans le cadre du mandat de la CNDH visant le suivi des lieux de privation de liberté et le renforcement des garanties procédurales liées à la garde à vue. Et bien à son arrivée, la délégation a été accueillie par le capitaine Mohamed Idriss Mohamed, accompagné du lieutenant Mohamed Aden Mohamed. La visite avait pour objectif de s'assurer du respect des droits des personnes privées de liberté, d'examiner le travail des officiers de police judiciaire, l'état des cellules et la tenue de registres de garde à vue conformément aux dispositions nationales et aux standards internationaux en matière de droits humains. Au cours de la visite, le président de la CNDH et les membres de la délégation ont pu échanger avec les OPJ sur les procédures de contrôle, d'audition et de notification des droits aux personnes gardées à vue. Inspecter les cellules afin d'évaluer leurs conditions matérielles d'hygiène et de sécurité, examiner le registre de garde à vue pour s'assurer du respect des délais légaux, de la consignation correcte des informations obligatoires et de la traçabilité des personnes privées de liberté. La CNDH a salué la collaboration constructive de la garde-côte et la disponibilité de ses responsables, tout en rappelant que la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté constitue une obligation essentielle pour tout service chargé de la sécurité publique. Et à l'issue de la mission, la délégation a réaffirmé son engagement à poursuivre les visites régulières dans l'ensemble des lieux de privation de liberté du pays. Social à présent, l'association Talosan, en partenariat avec l'Union européenne, a organisé une importante journée de sensibilisation pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et promouvoir le respect des droits humains au sein de la communauté. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et vise à informer, mobiliser et engager les populations locales sur les violences faites aux femmes et aux filles ainsi que sur toutes les formes de discrimination liées au genre. Au cours de cette journée, les participants ont pu assister à des sessions d'information sur les différents types de violences, participer à des échanges interactifs et à des témoignages, suivre à des ateliers pratiques sur les mécanismes de protection et découvrir les ressources disponibles au niveau local pour prévenir, signaler et accompagner les victimes. Selon l'association Talosan, cette action vise à renforcer les capacités communautaires afin de créer un environnement sûr, inclusif et respectueux pour tous. La lutte contre les violences basées sur le genre est une responsabilité collective. C'est ce qu'a souligné donc la présidente de l'association qui a réaffirmé son engagement en faveur de l'égalité donc de genre et de la protection des droits humains. Et nous poursuivons maintenant avec un extrait de l'intervention de la présidente de l'association Talosan, Madame Zahra Ali. Intervention que nous aurons dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la journée mondiale de l'enfant, célébrée cette année sous le thème Ma journée, mes droits, SES Village d'enfants de Tadjoura, en collaboration avec le collège de Tadjoura, a organisé 2 activités citoyennes en faveur de la participation des enfants. Une première session d'échange s'est tenue au conseil régional Tadjoura, où les enfants ont été reçus par le président Omar Hussein, président du conseil régional. Cette rencontre leur a permis d'exprimer leurs attentes, de poser des questions sur le rôle des institutions locales et de découvrir les services offerts par le Conseil. Une belle leçon de citoyenneté pour ces jeunes participants. Dans le cadre de la deuxième initiative, les membres du comité et les enfants ont visité l'hôpital régional Dr Burhan. Ils ont pu échanger avec le personnel médical autour du droit à la santé. Cette visite éducative et symbolique leur a permis de mieux comprendre l'importance de ce droit fondamental tout en découvrant le fonctionnement des services hospitaliers. Écoutons maintenant le docteur Ibrahim Dimbio pour plus de précisions. Ça ne s'arrête pas à la semaine, ça ne s'arrête pas à une journée. D'accord ? Les enfants ont des droits. Il faut savoir qu'il y a les droits des enfants, mais aussi il y a les devoirs. D'accord ? Donc, lorsque les parents vous dites d'étudier, il faut étudier. C'est important. Le tribunal de Tadjoura, d'accord, a un service de pédiatrie pour les enfants.
à un service de néonatologie, c'est-à-dire lorsque les enfants viennent au monde, à un service de maternité. Ça, on appelle le couple mère-enfant, pour la mère et pour l'enfant. Tadjoura toujours, l'AS Tadjoura champion de la division 3 se prépare intensivement pour la saison 2025-2026 dans l'objectif de rejoindre la première division. La préparation donc physique est au cœur de cette ambition avec des programmes spécifiques visant à développer l'endurance, la vitesse et la force des joueurs. Les objectifs principaux de l'entraînement sont développer l'endurance et la force, améliorer la vitesse et l'explosivité, renforcer les muscles, la coordination, préparer les joueurs aux efforts spécifiques du football. Pour cela, les séances sont variées, endurance, course continue, intervalle, jeu réduit, renforcement musculaire, squat et gainage, vitesse et explosivité, sprint, exercice pliométrique. Coordination et agilité, exercices spécifiques pour améliorer la technicité et la réactivité. Bien préparée, l'équipe espère être prête à affronter les défis de la première division. La nouvelle saison qui débute la semaine prochaine s'annonce déterminante pour les ambitions du club. Le préparateur physique, M. Risse Moussa, souligne l'importance donc d'une préparation rigoureuse et adaptée pour atteindre ce niveau. Nous l'écoutons. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le Sri Lanka a décrété l'état d'urgence après des inondations meurtrières provoquées par le cyclone Ditwa, qui ont fait au moins 132 morts et une centaine de disparus. Des quartiers entiers ont été engloutis, isolant de nombreuses communautés rurales, tandis que les équipes de secours, soutenues par l'armée et l'aviation, s'efforcent d'évacuer les habitants malgré les routes coupées et les infrastructures détruites. Face à l'ampleur des dégâts, les autorités ont lancé un appel à l'aide internationale pour soutenir les populations touchées et rétablir les services essentiels. Je vous l'annoncer en titre, les marchés financiers mondiaux restent attentifs aux perspectives technologiques d'Alphabet ou intelligence artificielle et le cloud suscite un fort intérêt des investisseurs. Parallèlement, les marchés japonais continuent d'être suivis de près, les autorités veillant à maintenir une dynamique stable et un environnement d'investissement attractif. À l'échelle mondiale, les investisseurs ajustent leur portefeuille entre secteurs innovants et actifs durables, cherchant à tirer parti des nouvelles technologies tout en soutenant un développement économique équilibré. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.